Salut, c'est Ahmed. Vous écoutez Jugurtha Talks. Jugurtha Talks est un podcast qui raconte l'histoire de ces Français d'origine nord-africaine qui font bouger les lignes en France. Chaque mois, le micro est ouvert à des invités au parcours inspirant. Qu'ils soient universitaires, entrepreneurs sportifs ou artistes, leur histoire est là pour dérouler un narratif trop souvent absent. C'est celui de ces hommes et ces femmes qui façonnent et contribuent au destin de la France. Mon objectif est d'inspirer les futures générations à croire en elles et leur donner confiance dans leur capacité à être la meilleure version d'elles-mêmes. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans Jugurtha Talks, je reçois une personne admirable. Admirable par sa force de caractère, une force de la nature, on dirait certains, un vrai roc, on dirait d'autres. En me plongeant dans son parcours, le seul mot qui me venait à l'esprit, c'est résilience. Franco-tunisienne de 39 ans, esthète, serial entrepreneuse, mordue de mode et du monde du luxe, aujourd'hui je vais vous présenter Latifa Benturkia, fondatrice et CEO de la société Ayla. Latifa est une femme qui ne finit pas de me surprendre et je crois qu'elle n'a pas encore dit son dernier mot. Bonjour Latifa, bienvenue dans Jugurtha Talks. Bonjour Ahmed, merci beaucoup. Merci pour cette présentation, ça me touche. Ma première question pour toi Latifa est, qu'est-ce que Ayla? Est-ce que tu peux présenter Ayla succinctement? Alors, Ayla, c'est une marque qui est née malheureusement avec la maladie de mon père. C'est la maladie de mon père qui m'a inspirée. C'est une marque de vêtements pour personnes à mobilité réduite. Mon père est tombé malade, il a eu une maladie neurodégénérative, 6 ans de maladie. Il a perdu toute sa motricité petit à petit. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'est née Ayla, justement, pour trouver une solution pour l'habiller. Donc, commençons par le début. Tu es diplômé d'économie à la Sorbonne et ISG Paris, suite à quoi tu as travaillé 10 ans en entreprise. Et est-ce que tu peux revenir brièvement sur ton parcours afin de poser les bases pour les auditeurs? Alors, mon parcours, d'abord, j'ai commencé dans l'entreprise familiale. Mhm, J'ai toujours été entre les deux, même dans mon parcours à Paris, quand j'ai travaillé dans la lunetterie, j'ai travaillé dans la parfumerie pendant 8 ans. mhm. Mon dernier projet, c'était la mise en place et la restauration d'un appartement de luxe pour de la location de luxe. J'ai toujours travaillé avec mon père dans ces projets de mise en place d'usines dans le BTP. Donc, voilà, en Mhm. gros. OK, OK. Donc, si je comprends bien, il y a eu toujours un pied dans le salariat et un pied dans l'entrepreneuriat un peu. Ça s'est fait en parallèle. Ah oui, non, mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est grâce à mon père, hein. L'entrepreneuriat, je pense qu'il nous l'a. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, hein, soit on est entrepreneur ou on l'est pas. Mais je pense que moi, je disais toujours à ma mère, il m'a injecté ce syndrome. J'ai toujours été en admiration par rapport au parcours de mon père. Mhm. Et donc, et je pense que je lui ressemble beaucoup dans ce sens-là. Entreprendre, pour moi, c'est tellement évident. J'ai jamais eu, j'ai toujours eu, j'ai pas eu peur. J'ai toujours eu cette audace d'essayer. À chaque fois, j'ai toujours des idées, j'ai envie de tester, j'en parlais énormément avec lui. Je fais beaucoup de brainstorming avec lui. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'ai toujours tendance à observer, à toujours vouloir améliorer et il m'a beaucoup encadré dans ce sens. J'ai longuement des discussions avec lui concernant l'entrepreneuriat et le projet. Et depuis l'âge de 15 ans, il me disait toujours, alors, qu'est-ce que tu as envie de faire comme projet depuis l'âge de 15 ans? Alors Mhm. qu'à 15 ans,
non, tu penses pas à ça. Et lui, depuis l'âge de 15 ans, alors dis-moi, comme ça je t'encadre, profite que je sois là. Qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie d'être dans la cosmétique, tu as envie dans l'enfance, tu as envie de. Essaye de réfléchir. Donc, si tu veux, c'est des choses qui sont là. C'est euh, je- qui sont là dans l'éducation, c'est-à-dire que j'ai toujours été Mhm. habituée à écouter ça, d'entreprendre. Quelles sont tes idées? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment je peux t'aider? Et j'ai toujours traîné avec lui dans les salons pour observer, voir d'autres expériences, rencontrer du monde. Il nous a toujours embarqués avec lui quand il faisait des salons où il exposait. Moi, à 12 ans, j'étais sur les engins, j'ai encore des photos. Enfin, il nous a toujours impliqués avec lui. Mhm. Tu sais, c'est un privilège d'avoir un papa qui est comme ça, qui te pousse et qui essaie d'être un mentor pour toi finalement. Et C'est c'est vrai, membre. oui, et c'est parce que j'avais en fait, en parcourant, quand j'ai vu ton parcours, je me suis intéressé à ton parcours et j'ai vu que tu as fait 10 ans de salariat et comme si en fait tu en avais eu marre à un certain moment d'être salarié, tu étais lancé tu es passé à ton propre compte alors qu'en réalité, tu as toujours eu un pied dans l'entrepreneuriat avec ton papa ou à travers ton papa et aussi tu étais salarié, tu as bossé pour des entreprises, mais finalement, tu as pris le courage à deux mains et tu étais totalement et à 100% entrepreneur à un certain moment. Donc, bon, je comprends qu'il y a eu ce déclic à un certain moment où tu t'es dit, OK, bon, je ne vais plus être salarié. Quelle mouche t'a piqué finalement? Quelle mouche nous pique pour qu'on se lance totalement dans l'aventure entrepreneuriale? Parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes cherchent à cette mouche, hein, mais ils ne la trouvent pas. Mais toi, à un certain moment, tu as fait une coupure nette entre être salarié et être entrepreneur. À quel moment ça s'est passé? En fait, c'est marrant que tu en parles comme ça parce que c'est exactement. Enfin, euh, j'ai toujours su que j'allais entreprendre un jour. Je le savais. Je savais pertinemment que j'allais le faire. Euh, alors le salariat, c'est juste après l'école, justement. Euh, je sentais que j'étais pas parce qu'il y a deux écoles. Soit tu apprends sur le tas et après voilà tu t'envoles, ou alors tu essayes dès le début d'être entrepreneur. Je me sentais pas prête, alors que mon père était toujours derrière moi. Et d'ailleurs il comprenait pas. Pour la petite anecdote, quand je lui disais oui j'ai trouvé un travail et tout, mais non tu perds ton temps. Il me disait toujours que je perdais mon temps. Il arrêtait pas de me dire mais arrête, tu viens travailler avec moi, alors que bon, son domaine c'est pas très sexy C'est le BTP. non, oui, c'est le BTP dans le béton. Euh, donc je me voyais pas, ça m'intéressait, mais je trouvais que c'était lourd, c'est très très lourd, les appels d'offres, en plus, c'est-à-dire ça nécessite quand même un bagage d'ingénieur, de compétences. Alors, lui, il a appris sur le terrain, bien sûr, mais quand je le voyais faire, c'était pas facile, c'était pas évident. Et je voyais comment il était tout le temps fatigué et tout. C'était pas un homme qui m'attirait. Alors, entreprendre comment? J'en ai eu marre. À un moment, j'en avais marre de rendre des comptes. J'en avais marre. Je voyais que euh, j'avais une aisance au niveau commercial. Quand j'étais dans la parfumerie, on faisait quand même 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. On était cinq. Je voyais comment mon ancien boss me faisait confiance. J'étais un peu la locomotive. On était cinq, c'est vrai, on faisait un très beau chiffre, mais j'étais sur tous les fronts. Organiser des salons, faire toute la partie juridique, marketing. C'est-à-dire, l'avantage de travailler dans une petite structure, en fait, c'est que tu as plusieurs casquettes. Mhm.
tu as plusieurs casquettes. Je n'étais pas spécialisée dans une seule tâche, en fait. Et quand tu es dans une petite structure, tu fais tout. Tu fais le chauffeur, tu fais le marketing, tu fais du droit, tu négocies avec les banques, tu négocies avec les transporteurs parce que j'étais dans l'export. Tu te débrouilles, tu dois trouver des solutions à tout. Et donc ça, c'est très, très formateur. Donc, ce que disait mon père, il m'a dit, bon, c'est de l'expérience, parce que quand je dis je veux travailler, il m'a dit, écoute, tu fais quelque chose dans l'export et import. Je dis, mais pourquoi comme... Il m'a dit, non, parce que... Et il avait raison, parce que c'est justement pour comprendre les règles de différents pays, les législations, la négoce, le stress, la gestion, la logistique. Ça t'ouvre, c'est assez ouvert quand tu Hmm. exportes et importes, donc il y a les langues, donc c'est riche comme expérience. Hmm. Et donc Donc, c'est comme ça que je suis orientée dans ce sens-là, pardon. Oui. non, non, pas de souci. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, les expériences passées qu'on a ont toujours du sens et dans l'expérience actuelle dans laquelle on est. Parce que si je reviens, en revenant-en par rapport à ton parcours, donc quand tu décides de créer Ayla. Donc, si je comprends bien, c'est les débuts des années 2021. Tu viens de lancer le projet. Donc, comment tu as su exploiter ton expérience que tu viens de décrire dans la vision d'Ayla? Tu sais, quand j'étais, je sortais avant de créer Ayla, je sortais d'un projet d'appartement de luxe. J'étais dans une bataille hein, Mhm, pour faire l'appartement de luxe avec les négociations de banque et tout. Et Ayla, bon, après, il y a eu le Covid, donc c'est un projet qui n'a pas eu lieu. J'ai dû vendre et me séparer de ce projet. mhm. Malheureusement, j'étais très triste de me séparer de ce projet parce que je voyais un très fort potentiel. Et Ayla est venue d'observation et après je me suis dit pourquoi je devais prendre le temps pour rebondir, j'avais besoin de temps. Et quand j'observais papa, j'observais ma mère le vêtir ou moi-même et tout, je me suis dit, mais je regardais les vêtements, je me suis dit, mais voilà, je me casse la tête à d'essayer de trouver des choses compliquées parce que l'appartement de luxe, c'était quand même un budget très lourd Mhm. et des crédits et des engagements qui étaient très, très lourds. Donc, je devais gérer. Et je me suis dit d'ailleurs, après cette expérience avec le Covid, la gestion de délai des banques, des crédits et tout, après cette expérience et gérer des entrepreneurs et tout, je dis, je suis prête pour entreprendre, c'est bon. Je me suis surpassée, d'ailleurs, je me suis surpassée dans ce projet. Moi, je suis partie signer des montants de crédit. Je me suis dit, mais impossible, un jour, euh, je pourrais signer ce genre de crédit alors que j'avais rien sur le compte. Hein. Mhm. Je- Tu avais de l'audace. Tu avais de l'audace. Ah oui, non, mais j'avais rien sur le compte. Je me suis dit, allez, je me suis engagée avec un associé sur sur le million. Hein. Je me suis dit, Mhm. bon, écoute, on va signer, on va y aller. Et là, est venue comme ça, comme j'ai dit, euh, en habillant mon père et tout. Je me suis dit, mais c'est ça, là, ça, j'ai juste besoin de faire des modèles. Mhm. euh, avec des ouvertures intuitives. Euh, J'avais commencé avec les habits de mon père. Je me suis dit, où est-ce que ça pose problème? Donc, j'ai pris les habits, je les ai ouverts, je suis partie voir un couturier. J'ai dit, voilà, ça, c'est le pyjama de papa. Je veux que tu l'ouvres par là et par là, avec des boutons pression. D'ailleurs, les premiers boutons pression, on lui faisait mal à mon père. Mhm. Euh, le manteau, il faut l'ouvrir par là. C'était juste des tests. Et après, quand on l'habillait, on ouvrait avec des boutons pression et tout.
Et le personnel aidant, il me disait, mais madame, mais c'est génial pour changer les couches, pour changer, pour l'habiller, on perd moins de temps. En plus, il pesait presque 95 kilos pour 1,85 m. C'était pas évident de le manipuler. Hmm. Donc, il fallait être à 2, il fallait être à 3 pour le changer. Il avait une rigidité musculaire, donc pour plier les membres, c'était pas. En plus, il en avait marre, il criait, donc il fallait gérer tout ça. Hmm. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Je me suis dit, mais voilà. Et d'ailleurs, je lui ai dit à mon père, je vais te faire ta marque. Il m'a regardé, je me rappelle encore de son regard. Je lui ai dit, mais je vais te faire ta marque, papa. C'est ça qu'il faut. Et en plus, quand j'avais cherché spontanément, j'avais pas trouvé. Je savais même pas que ça existait. Ce que ce que j'ai fait avec Ayla, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Mhm. C'est quelque chose qui existe, mais il faut aller vers l'information. Par exemple, il faut chercher. C'est pas des choses c'est pas des choses qui sont accessibles. C'est pas, la qualité n'est pas là. Il n'y a pas de couleur. Il y a pas de. Donc j'ai amélioré l'existant mais spontanément au départ, je ne savais pas que ça existait. J'avais commencé avec les affaires de mon père. Mhm. Et, 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 et comment s'est transformée cette application unique à une seule personne vers un projet? je me suis dit, l'handicap est là. On est toujours entouré par une personne qui est âgée ou qui est une personne Mhm. malade. Et, euh, et c'est pas des choses qu'on voit et qu'on propose. Si je reviens vers l'exemple de mon père, alors qu'on a vu par exemple des ergothérapeutes, des orthophonistes, des neurologues, et à aucun moment on me parle de vêtements intelligents. C'est-à-dire qu'on nous a conseillé, par exemple, l'ergothérapeute, quand elle est venue, euh, elle nous avait conseillé sur l'aménagement de l'espace, comment on lui fait entre le lit et tout, mais à aucun moment on m'a proposé les vêtements intelligents. Donc je me suis dit, justement, il faut faire quelque chose. Donc, il y avait Il à faut la faire limite une sensibilisation qui devait être faite dans toutes les parties prenantes, même le personnel médical. tout à fait, tout à Hmm. fait. Et je me suis dit, là, il faut faire quelque chose, il faut aider euh, parce que le vêtement en soi, c'est pas dédié que pour quelqu'un qui, ça peut être pour une femme enceinte, ça peut être euh, pour les personnes qui ont un problème de motricité comme mon père, ou quelqu'un qui vient de faire une opération post-opératoire. Parce que là, ce que j'avais fait des poches de drain pour une femme, par exemple, qui a un cancer de sein ou côlon, ou on s'est fracturé. La cheville, par exemple, c'est-à-dire, c'est tout un, c'est pour une multitude de situations. L'application. Donc, est-ce que tu peux me parler plus ou moins des produits que Ayla fait? Donc, c'est des habits qui sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Est-ce que tu peux développer, tu peux t'étaler un tout petit peu plus sur ce que offre Ayla? Alors, je commence au début par faire des vêtements d'intérieur. Pourquoi? Parce que je me suis dit d'abord, avant de sortir, il faut être bien chez soi. Alors du coup, j'ai fait des vêtements, donc il y a des pyjamas qui sont unisexes. Donc c'est des pantalons et des vestes qui s'ouvrent d'une manière intuitive. Mhm. Euh, donc il y a des pantalons, il y a des shorts pour l'été. Pour les femmes, j'ai fait une petite pointe, j'ai ajouté des robes, Mhm. pareil, longues, mi-longues et courtes, avec les manches qui sont variées, donc sans manches, manches courtes, trois quarts et long. Mhm. J'ai fait des t-shirts, des pulls et des marcelles.
Et pour le moment, c'est le premier jet de la collection. Je me suis dit d'abord, je dois pénétrer le marché avec des vêtements d'intérieur pour que d'abord il soit bien chez lui, chez soi, le patient. Là, je suis en train de travailler sur le même registre, mais pour enfants. Et en même temps, on commence à faire des vêtements d'extérieur, mais là, c'est en cours d'étude. OK. Tu dis souvent qu'il y a une discrimination dans le monde de la mode envers les personnes à mobilité réduite. Est-ce que tu peux développer ce que tu entends par cette phrase? Alors, euh, moi, spontanément, quand j'ai commencé à ILA, je suis partie voir, je suis en Tunisie, parce qu'après 16 ans de Paris, j'étais en Tunisie, je me suis dit, attends, la référence de la mode ici, c'est quelle école? Je suis partie voir Esmod. Esmod, donc c'est une référence en mode en Tunisie pour faire, et je me suis dit, tout commence avec l'éducation. Je me suis dit, je vais partir voir cette école justement pour sensibiliser et voir comment je peux faire un partenariat avec les étudiants parce que on ne pense pas, on n'a pas ce réflexe. Par exemple, le t-shirt, moi j'ai envie d'acheter un t-shirt ou et pourquoi ne pas faire ce t-shirt qui est fashion pour quelqu'un qui est handicapé ou qui ne peut pas bouger ses bras et ça n'existe pas. Donc je me suis dit, ça serait intéressant de sensibiliser, justement, ça vient de là, de sensibiliser ces jeunes c'est des futurs diplômés, dans cette perspective de s'ouvrir à d'autres horizons. Alors c'est un besoin et c'est réel, c'est la réalité, mais on n'y pense pas. Et c'est comme ça que spontanément, je suis partie voir Esmod. D'ailleurs, quand j'avais montré le projet à Esmod, je me rappelle quand j'avais fait la présentation, ils étaient là. J'ai dit, mais pourquoi pas? Esmod existe dans 18 pays dans le monde et c'est un effet domino. Si on commence avec la Tunisie, demain Esmod Tokyo, c'est de faire une collection. Par exemple, si sa spécialité, c'est, je sais pas moi, c'est les jeans, d'accord, elle peut faire pour une population normale. Et pourquoi pas, voilà, il y a une collection spéciale pour les personnes à mobilité réduite. Donc, Donc, c'est comme ça. ton projet finalement a un impact social. Beaucoup, Hmm. bien sûr. Hmm. D'inclusivité. Ou à quelle étape du projet tu en es maintenant? Alors maintenant, je suis dans la phase de la production. Je commence à avoir des petites commandes. Bravo. Merci. Alors, j'ai commencé à prospecter donc en Tunisie. Donc, j'ai montré à quelques médecins d'abord pour entendre un peu les sons de cloche. Et j'ai vu des maisons de retraite en Tunisie, donc Cartagea, donc ça va être le premier partenaire, qui est une maison de retraite française installée à Hammamet dans les hôtels, donc qu'ils ont vraiment un besoin. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de motricité moteur. Donc là, j'ai une première commande. Là, la bonne nouvelle, j'ai été contactée par l'hôpital, par une kiné qui travaille à l'hôpital Larcher à Nice. Et justement, elle me disait qu'ils avaient beaucoup de soins, beaucoup de personnes, pardon, qui ont un problème d'handicap moteur et qui ont des problèmes pour l'habillage des patients. J'ai également prospecter parce que j'étais de passage à Nice, j'étais de passage en Suisse en début d'année. Je suis partie voir des fondations d'handicap.
D'accord? Donc, je suis partie les voir. Ils ne savaient pas que ça existait. Ils étaient très, très, très heureux. Donc, ils attendent mes produits parce que je suis en train de développer un site marchand. Dès que le site marchand est prêt, je leur envoie les liens pour qu'ils me passent des commandes. Excellent. Voilà. Voilà ce que j'ai fait pour le moment. Et là, la semaine prochaine, j'ai prévu de faire de l'affichage dans les établissements médicaux, euh, dans les cliniques. Et là, je viens de rencontrer dernièrement un chef, un professeur de gynécologie en Tunisie. Il m'a proposé donc de faire de l'affichage dans sa clinique. Euh, euh, Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire de l'affichage dans les cliniques et les établissements médicaux. Mhm. C'est intéressant que tu fasses le pont avec l'hôpital à Nice. Toi, tu as vécu toute ta vie d'adulte en France, tu as étudié en France. Pour Ayla, tu es même en collaboration avec le French Bureau, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Est-ce que Ayla opérera en France? Est-ce que la France va être un marché privilégié pour toi? Je l'ai mis en objectif, oui. Mhm. Ah oui, oui, bien sûr. Il y a la France. Je- Là, j'ai mis la Tunisie. La Tunisie, pour moi, c'était tout à fait normal que je commençais en Tunisie parce que en tunisienne et l'idée est née ici et je me suis dit d'abord je commence avec mon pays natal, Mhm. ensuite la France, la Suisse et l'Italie. OK. Voilà. Ça, Ok. ça, c'est mes objectifs parce que j'ai quelques contacts et je vais pouvoir essayer de faire quelque chose dans ces pays-là. Tu es franco-tunisienne, femme, entrepreneuse, vivant entre Tunis et la France. Des personnes comme toi ne courent pas les rues. Comment tu as fait pour trouver un mentor pour t'aider à naviguer l'expérience difficile que peut être l'entrepreneuriat? Euh, alors les mentors, j'en ai, j'en ai quelques-uns et quelques-unes, et spécialement Sabine Wolf. Sabine Wolf est elle travaillait à l'ISG et c'est quelqu'un qui m'a vraiment boostée. Mhm. C'est une femme exceptionnelle. D'ailleurs, je l'appelle petite mère hein, aujourd'hui, depuis le temps. Sabine Wolf, elle a une maladie neurologique et à 18 ans, on lui dit que voilà, elle est condamnée et qu'elle pourra pas, elle va avoir des problèmes pour marcher, qu'elle pourra peut-être perdre toute sa motricité. Et c'est une femme qui est tenace. Et en fait, comme elle dit, je me suis mise d'accord avec ma maladie. C'est-à-dire qu'elle elle a combattu de toutes ses forces de cette maladie et j'ai toujours été en admiration. Elle n'a pas perdu sa motricité. Et c'est elle qui me boostait tout le temps. D'abord, je l'admirais parce que euh, comment elle travaille, comment elle m'a toujours dit oui, tu devrais faire quelque chose. À chaque fois que je lui parlais d'idées, mais arrête, va fabriquer dans ton pays au lieu de faire des trucs dans d'autres qui sont. Parce qu'à un moment, je devais faire dans une marque dans la cosmétique, mais fais quelque chose, tu es dans un pays de textile. Euh, Spontanément, avant, elle me disait ça. Et quand je lui parlais du projet de. À chaque fois que je lui disais un projet, elle n'était pas satisfaite parce que c'est quelqu'un de très, très cash. Hein. Alors, maintenant, ouais, elle était, elle est très cassante, mais j'adore parce qu'elle est vraie. Oui.
C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'être boostée ou je lui donne alors ma situation, non, mais elle est très cartésienne. Voilà. Mais généralement, la maladie a un côté négatif, mais elle a un côté très positif, c'est qu'on ne veut plus perdre du temps. Donc, on va directement Exactement. à l'important. Exactement. Et elle me disait le plus important, Latifa, parce que je lui ai dit, mais Sabine, ça va? Est-ce que ta jambe, elle va bien et tout ça? Elle me dit, Latifa, le plus important, c'est quelqu'un qui vit seul, hein. Elle vit seule. C'est une autodidacte de couture, mais elle te fait des choses splendides parce qu'elle, elle a fait Mode à Domagne, qui est une association à l'IAG de mode. Mhm. Donc ça, on partage Ce centre d'intérêt. ce centre d'intérêt. Alors là, on refait le monde, mais regarde comme c'est haute couture, comment c'est fait, machin et tout. Elle est très intello, mais alors comme pas possible. Et donc, elle n'aime pas perdre du temps. Et elle me dit, le plus important dans la vie, c'est d'avoir des objectifs, d'avoir des projets. Euh, de... Donc, Donc, et elle te cette fois, guide. elle me guide énormément. Et c'est la première fois que quand je lui ai parlé de ce projet, elle me dit, ah, ça, c'est top. Je lui dis, mais ça ne m'a jamais fait. Tu m'as jamais fait de compliments depuis le temps qu'on se connaît. Je sais pas, moi, depuis le 2010, 2009 que je connais Sabine. Elle m'a jamais fait de compliments. Elle a toujours eu des critiques ou non, il faut faire ça. Elle est très cartésienne. Et donc, Sabine Wolf, elle m'a dit, je t'encourage énormément. Et Hmm. d'ailleurs, je l'embarque, hein, c'est écrit dans c'est mon mentor. Hein. Hmm. Et, oui, pardon. Non, 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 continue. Donc, franchement, c'est Sabine Wolf. Après, bien sûr, j'ai plein d'amis, je m'entoure d'amis qui ont des expériences. Moi, j'adore l'échange dans l'absolu. J'aime bien. Moi, j'avais des dimanches à Paris, ce que j'adorais faire. J'ai une bande de potes d'entrepreneurs ou d'ingénieurs. Moi, j'adore parler avec des ingénieurs parce qu'ils sont très, très cartésiens. Tac, 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 tac. Pas de perte de temps. D'ailleurs, je sais même pas, j'ai pas fait d'école d'ingénieur, je sais pas pourquoi je m'entends énormément avec eux. Mhm. J'adore discuter et refaire le monde avec le côté un peu ingénieur. J'avais des dimanches, on faisait des apéros, tea time, et on refait le monde. J'adore cette richesse, cet échange. Donc, j'ai plein d'amis qui m'ont aidé pour Aïla. Hein. Il y a Rathmen Khaled qui est un camarade du lycée aujourd'hui, il travaille avec le gouvernement. Il m'a orienté vers Aïla pour travailler le discours. J'ai plein d'amis, Farouk Rezki, pareil, qui est spécialisé dans la com. Il m'a dit oui. C'est-à-dire que j'ai plein d'amis spontanément comme ça qui m'ont aidé. Alors la liste, elle est longue. Je peux pas faire de jaloux si je vais tous les nommer. Non, non, Et c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. L'objectif, voilà. d'essayer de voir en fait comment tu as pu naviguer parce que l'expérience entrepreneuriale, c'est comme des montagnes russes. Il y a des hauts mais très très beaux, enivrants. Il y a des bas très très bas où parfois dans ces périodes-là, que ce soit des périodes extrêmes, il faut toujours qu'on ait un mentor pour nous aider à naviguer, pour ne pas, on va dire, perdre le nord, que ce soit avec ce côté enivrant où on se sent vraiment le roi du monde et qu'on est arrivé, alors que c'est là où les erreurs peuvent arriver. Et l'inverse aussi, quand on ne croit pas en soi et qu'on passe par des moments difficiles. Donc, tu as dénoté à quel point ton amie Sabine t'a aidé à garder ce nord-là. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a pas mal de personnes qui ont beaucoup de volonté, qui ont beaucoup d'ambition, mais qui n'ont pas une personne pour les guider. Donc aujourd'hui, il se peut que des personnes nous écoutent, donc des jeunes, particulièrement les jeunes Français d'origine nord-africaine, qui vivent en France et qui n'ont pas cette chance particulièrement d'avoir parfois des modèles qui les guident dans leur vie. Donc,
Vu ton parcours, tu as un contre-exemple à cette narrative qui est parfois un peu limitative. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces jeunes personnes qui nous écoutent, qui voudraient se lancer, qui ont des idées, qui ont des ambitions, mais parfois qui ont besoin d'un peu qu'on les guide un peu? Alors, d'abord, un conseil, et ça, c'est mon père qui me l'avait conseillé. Il me dit, essaye toujours de t'asseoir et d'écouter de personnes qui ont eu des expériences, des retraités. Pourquoi? Parce qu'ils ont le temps. Euh, et ça, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont la soixantaine ou 65, Mhm, je m'intéresse beaucoup à des gens qui ont qui ont cartonné professionnellement. Ça, c'est une richesse parce que ça gagne du temps. Tu gagnes du temps, tu poses des questions. Et autre chose, euh, de pas attendre et de se lancer, c'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'on cherche, on a toujours tendance à trouver la sécurité, à essayer de trouver un équilibre pour la sécurité parce qu'il faut, pour entreprendre, il faut vivre entre temps. Donc c'est pour mhm. ça que j'ai mis. Euh, et je trouve que surtout la France, la France nous le permet. Nous le permet quand tu es dans le salariat, quand tu as envie d'entreprendre, tu as quand même 2 ans de Pôle emploi si tu as envie de rechercher du travail ou alors entreprendre. Et franchement, en 2 ans, on a le temps d'entreprendre. Mm. Donc, ça, c'est l'exemple de la France. C'est une chance. Donc, franchement, il faut oser. Euh, il faut rêver et, euh, et j'ai envie de donner une citation. Alors, moi, j'aime bien, il y a une citation de Goethe que j'aime bien. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Je trouve que cette citation est, euh, est parfaite. Mm. C'est vrai que l'entrepreneuriat est une aventure en soi. On a beau essayer de prévoir dans son imaginaire quelle va être l'expérience, mais rien ne vaut que le réel, parce que c'est là où on se confronte à la réalité. Et il faut être capable d'improviser, parce que c'est jamais en fait c'est jamais linéaire comme expérience. C'est assez, ça part en haut et en bas. Et sur ça aussi, je voudrais bien aussi rebondir avec une citation que j'aime beaucoup, qui est moins intellectuelle que la tienne, mais qui est faite par une personne qui n'est pas du tout intellectuelle, mais de gros muscles, qui s'appelle Mike Tyson. Et Mike Tyson, c'est le boxeur qui est connu, et il dit, tout le monde a une stratégie et un plan jusqu'à ce qu'ils se reçoivent un point dans la gueule. Et toi, tu t'es reçu beaucoup de points dans la gueule, mais tu es toujours debout et tu gardes espoir. Et tu gardes espoir en l'avenir et en foi en toi. C'est quoi ta recette magique? Et ça, j'ai appris, et ça, c'est un autre, c'est un autre pote hein, qui m'a appris ça, qui m'a appris, et ça, il m'a dit, Latifa, à chaque fois que tu as une situation, essaye toujours, j'ai appris à le faire, de voir le positif de la situation, au lieu de te parce que les gens, quand ils ont une situation difficile où ils vont stresser, ils vont perdre les moyens, alors que quand tu entreprends, des fois tu as des salariés, tu peux pas, tu dois garder la tête sur les épaules, tu dois trouver une solution et tout. Essaye toujours de transformer cette situation négatif dans l'absolu en positif. Quel est l'avantage de cette situation? Comment je peux prendre cette faiblesse et la changer en force? Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec Ayla, d'une situation difficile où j'étais vraiment dans la tristesse de voir mon père comme ça. Je me suis dit comment je vais transformer cette situation. Et et j'ai dit ah tiens, on va trouver une solution au lieu de s'apitoyer sur son sort ou dire alors je peux pas l'habiller ou regarde comment il est ou de transformer ce cap. Hmm. Et du coup, j'ai perdu le fil. C'est Attends. pas grave.
C'est pas grave. Au contraire, c'est spontané, pas de souci. Tu as, tu as évoqué la place prédominante de la maladie de ton père dans la naissance d'Ayla. Qu'est-ce que cette épreuve t'a appris sur toi-même et sur les autres? Euh, Qu'avec l'amour, on peut, on peut, comment dire, on peut surmonter des montagnes, surmonter les montagnes. C'est pas donné à tout le monde, certes, mais l'amour, ça peut nous aider. Je vais te donner un exemple. C'est quelque chose qu'on a vécu. Tu sais, quand on vit dans une situation, on n'a pas de recul, alors que les gens t'observent derrière, tu vois. Une fois, on était chez un médecin à Paris et j'ai porté papa. C'est-à-dire que moi, je pèse 62 kilos. J'ai porté mon père. Bon, il y a une manière, après, à force, on a appris. Je l'ai porté seul. Je l'ai surélevé seul, alors qu'il pesait 95 kilos. Après, le médecin m'a regardé. Il voyait qu'avec ma mère, on essayait de le manipuler et tout. On l'a porté facilement, on l'a mis sur la chaise. Il était là, attendez, comment je peux vous aider et tout. Et en fait, il me disait, Madame, regardez ma mère, vous êtes fatiguée. En fait, c'est pas vous qui portez le malade, c'est votre cœur. Vous portez, c'est pas vous qui portez Monsieur Ben Turquia, c'est votre cœur. Aujourd'hui, maintenant, tu me dis, prends 95 kilos, je vais te dire, je vais avoir mal au dos, je peux pas et tout. Mais c'est cette force d'amour, je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que j'arrivais à le soulever d'une aisance aussi. C'est-à-dire, j'avais pas de problème. Quand je voyais les gens, attends, il faut le porter, il faut mettre ça. Non, regarde, tu le prends par ses bras et tac, tu le portes. Je sais même pas comment j'ai pu le prendre. Ou ma mère, comment elle peut le prendre, ou ma sœur, comment elle a pu le prendre. C'est le cœur qui porte. Donc, quand on a finalement ce que tu as appris sur toi-même, c'est que quand tu aimes quelque chose, tu as énormément de force, c'est ça? euh, on peut se surpasser. L'être humain peut se surpasser quand il veut, il peut. C'est quand vraiment tu as envie de faire quelque chose et quand il y a de l'amour dans ce que tu fais, tu peux. Des fois, j'ai été dans des situations, je me suis dit, je vais jamais sortir de cette situation. Comment je vais faire? Mais quand tu te mets un objectif, quand tu te dis, tu es déterminé à vouloir euh, aboutir à ton objectif, si tu te concentres, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Mon père, toujours, il nous l'a inculqué. Il me dit, écoute, il y a toujours une solution, sauf pour la maladie. Et il me l'a toujours dit. C'est-à-dire, quand tu es éduqué avec tous ces mots qui sont là, qui résonnent, euh, pour moi, il y a toujours une solution. Je déteste, d'ailleurs, quand je parle avec quelqu'un, quand je lui parle d'une idée et tout, je déteste quand les gens commencent attends, mais là, le problème, je déteste ces phrases qui commencent avec le problème. Limitant, c'est ces personnes qui voient directement les limites, ils ne voient pas Voilà. le potentiel. Il n'y a pas, je ne supporte, c'est vrai, c'est un défaut peut-être, je ne supporte même pas quand on me dise, ah non, mais, je ne supporte pas cette négation. Pourquoi? Il y a tout, oui, on peut voir, on peut se renseigner, on peut réfléchir, on peut trouver une solution, on peut prendre du recul. Mais pourquoi commencer avec la négation? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois parfaitement. Il y a des gens qui n'ont pas particulièrement cette possibilité de voir le côté positif d'une idée. Et pour eux, dès qu'ils voient une idée, ils voient directement les limites et ils n'arrivent pas à prendre des risques. Je crois que c'est euh, généralement euh, lié à une éducation particulière. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont fils d'entrepreneurs et je vois beaucoup de salariés qui sont fils de salariés. La transition est difficile parce qu'on nous apprend cette peur, on nous éduque à rester dans la peur du risque et que le risque a que un côté négatif et il n'a pas de côté positif, alors que parfois la prise de risque a toujours, pour moi en fait, il y a des risques bien sûr intelligents, hein. Je ne vous dis pas d'aller sauter d'un immeuble en croyant qu'il y a quelque chose en bas, mais non, il y a juste du parpaing et la chaussée. Ceci dit,
quand on prend des risques intelligents et calculés, généralement, ça paye toujours et c'est pas donné à tout le monde. Donc, ils voient les limites. Ils n'arrivent pas. C'est juste une sorte d'aveuglement qu'on n'arrive pas à voir, en fait, le côté positif. Moi, j'ai une copine qui me disait, Latifa, toi, tu sautes. Elle me dit, tu m'étonneras tout. Tu sautes, après tu dis, ah, allez, vas-y, est-ce que j'ai le parachute? Je dis, non, mais je vais aviser, il y aura sûrement une solution avant de sans parachute, et après tu avises. Ben, j'ai dit, mais parce que si je perds trop de temps à réfléchir, à construire des business plans, parce qu'au départ, je me suis dit, allez, je vais m'embarquer dans des business plans, des tables. Des fois, c'est vrai, c'est bien de structurer pour savoir à peu près où tu vas. Mais à un moment, il faut y aller. Il faut y aller. Oui, Il y a un moment, il faut y aller. Il faut que tu. C'est pas grave, tu vas te tromper. Bah, ça fait partie du. D'ailleurs, papa me disait toujours, mais c'est incroyable, il fait le bilan de ton année. À chaque fois qu'il y a, par exemple, à chaque fois que j'ai un échec, euh, peu importe, même dans ma vie perso ou peu importe la situation, dans les études, fais un bilan. Le plus et le moins. Tu vois, il est comme ça. Le plus et le moins. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Où est-ce que je me suis trompée? Et il m'a dit, il faut les écrire pour ne pas les refaire. L'erreur, c'est bien parce que c'est comme ça que tu apprends. Si tu fais pas d'erreur, si t'as pas fait d'erreur, c'est que t'as pas osé. Donc, c'est comme ça que tu apprends. Par contre, la bêtise, c'est de refaire les mêmes erreurs. oui, Ça, c'est sûr. Voilà, la exactement. bêtise. Mais par contre, ce diagnostic automatique qu'on doit se faire est important. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi se poser des questions, c'est important. Ma mère elle me dit des fois, oui, mais je te vois. Je dis, mais je suis en train de m'auto évaluer, de m'auto comment dire, euh, diagnostiquer. Comment dire? J'arrive pas à trouver le mot Bah oui, c'est ça. m'auto-diagnostiquer, des fois, si je prends du recul, parce que des fois, elle me voit dans des périodes où je suis, par exemple, très dynamique, où je fais plusieurs choses en même temps, et des fois, elle me voit dans des périodes en hibernation. Genre, il me faut 48 heures comme ça, dans ma chambre ou dans mon lit, ou en train de faire du sport, ou je fais autre chose. Elle me dit, mais je te vois, tu es pensif et tout. Je dis, maman, je suis en train de réfléchir, je suis en train de prendre du recul. Pourquoi t'es pas. Elle s'inquiète. Je dis là, je suis en train de prendre du recul. Là, je suis en train de Ça réfléchir. décante, ça décante. Tu es en train de décanter. Exactement. Des Hmm. fois, je prends des périodes où je ne fais rien. Et elle me dit, mais je dis, mais je dois prendre du recul. Je dois observer ce que j'ai fait, pourquoi je suis dans cette situation, comment rebondir. Hmm. Ben aussi, ça vient aussi avec la connaissance de soi, et la connaissance de soi vient avec le temps aussi. C'est bien que dis ça parce que Carl Jung, qui est un psychanalyste qui est super connu, il dit, la vie commence vraiment à l'âge de 40 ans. Jusque-là, on ne fait que faire de la recherche. Toi, tu as 39 ans, donc bientôt 40. Qu'est-ce que tu as Oui, trouvé après 39 ans de recherche? de la sagesse, franchement. Je j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé. J'étais quelqu'un de très impatient, très impatient. J'étais à 1000 à l'heure. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas, avec l'expérience, je pense, l'expérience et surtout la maladie de mon père. En fait, avant j'étais là, pourquoi c'est pas fait à temps, pourquoi les délais, après je me suis dit, mais regarde, parce qu'il était hyper dynamique, je le voyais, et maintenant, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être, c'est-à-dire, j'ai appris à relativiser. Je me prends plus la tête comme avant, où je prenais toujours tout à cœur. J'ai appris à relativiser. J'ai appris à être patiente. J'ai appris à respecter aussi les différents intervenants avec qui je travaille. Les gens n'ont pas les mêmes réflexes, les mêmes idées. On est différents. J'ai appris à accepter aussi la différence parce que des fois, je me mettais dans des états. Euh,
que je ne comprenais pas pourquoi cette personne a réagi comme ça, ou pourquoi elle n'a pas été réactive, ou pourquoi elle n'a pas compris ce que. C'est-à-dire que j'ai appris à jongler avec tout ça. Donc beaucoup de sagesse, Hmm. je pense. Ok. Imagine que tu es en 2033, donc 10 ans d'ici. Ayla opère depuis 12 ans maintenant. Décris-moi ce que tu vois. Je vois euh, des partenariats avec beaucoup de fondations et des maisons de retraite. Et je suis trop ambitieuse, hein. Il le Et faut. dans la bourse, et dans la bourse, pourquoi pas? Hmm. Il le faut. Je vois, alors Ayla, je vois beaucoup de partenariats avec des maisons de retraite et des fondations. Euh, et pourquoi pas, peut-être un jour, elle serait cotée en bourse. Peut-être que je suis un peu trop ambitieuse, mais en tout cas, je vais essayer d'opérer pour. C'est ce que je te souhaite. Merci. Ma dernière question pour toi, s'il y a une seule idée qu'il faut retenir de toute cette conversation, ça serait quoi? Oser. Bah écoute, sur cette note ambitieuse, audacieuse, je conclus ma discussion avec toi. Une dernière chose avant que je termine et pour que les auditeurs puissent essayer de te contacter. Comment les gens peuvent te contacter? Comment les gens peuvent placer des commandes auprès de Ayla s'ils le souhaitent? Alors, là, pour le moment, donc il y a un site marchand qui va être opérationnel sur ayla.net. Donc, Mhm, Ayla, c'est AYLAA.net, qui sera opérationnel donc à la fin du mois. Et pour le moment, est-ce que je peux le donner? oui, oui, bien sûr. Comment? Alors, il y a le téléphone français sur lequel je suis joignable sur Je, WhatsApp. je pourrais le mettre en description Il y a le de... numéro tunisien, il y a le numéro tunisien, il y a le numéro français. Mhm. Pour le moment sur WhatsApp et bientôt. Donc là, dans la semaine, il y aura la page Aïla. Il y aura Instagram Aïla où je pourrai répondre sur ces deux supports. En Je vais mettre les attendant, liens. Bah, je vais mettre les liens pour les personnes qui nous écoutent. Je vais mettre les liens, que ce soit pour la page Instagram, pour les deux numéros français et tunisiens, et pour ton site web aussi. voilà. Merci. Bah, écoute, Latif Aben Turkiya, ça a été un vrai plaisir de t'avoir à Jugurtha Talks. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais pour nous. Et merci pour tout. Au revoir.